Bien, j'ai le plaisir donc maintenant d'accueillir pour ce troisième atelier Mathilde Istin, donc qui est directrice déléguée chez ISTF. Vous allez avoir l'occasion de nous présenter en quelques mots tout à l'heure l'ISTF. Et puis Marie-Pierre Apenouvor, qui alors du groupe Orano. Moi, j'ai appris que Areva avait changé de nom en préparant cet atelier. Et vous êtes responsable digital learning de l'école des métiers d'Orano. Donc, écoutez, moi, je vous propose, là, on revient à quelque chose, école des métiers, grand groupe industriel. Donc, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est que je vais peut-être vous laisser la parole à vous pour présenter peut-être un peu justement cette mutation d'une grande entreprise Areva, où je crois que les métiers évoluent, où finalement la formation est aussi au cœur de vos préoccupations. Donc, on commence par une petite présentation, puis on reviendra un petit peu après Est-ce que je peux avoir la au télécommande dispositif. Vous voulez oui, ça. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de la manière dont le groupe Arano et plus précisément l'école des métiers dont Marie-Pierre a la responsabilité, en tout cas sur la partie digital learning. Voilà, la stratégie d'accompagnement des équipes formation des formateurs au digital learning. Je pense que ça concernera tous les organismes de formation et les services formation qui aujourd'hui digitalisent déjà la formation ou qui veulent se lancer. Donc, rapidement, on va se présenter. Je suis Mathilde, la directrice déléguée de l'ISTF. L'ISTF, qui on est? On est le premier centre de formation 100% dédié au digital learning pour les services formation et les organismes de formation. L'idée, c'est de vous aider à transformer vos pratiques et à réussir votre transformation digitale. On propose du coup tout type de formation et de solutions. Des cursus certifiants, chef de projet blended learning, concepteur de ressources e-learning, et également des formations plus courtes, présentielles, distancielles, du coaching et une prestation d'outsourcing pour l'animation, l'administration de vos plateformes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir, on est sur le stand D50. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Marie-Pierre Apenouvor. Effectivement, je suis responsable digital learning au sein de l'école des métiers. Juste pour revenir un peu sur le contexte d'Orano, donc c'est anciennement le groupe Areva, 40 000 collaborateurs. Il y a une restructuration avec la séparation de nos activités et début 2018, on est devenu, alors 2017, on est devenu New Areva et avec nos cousins Framatome, donc on est devenu deux groupes. Et début 2018, nous sommes devenus Orano, avec une nouvelle image, un nouveau logo. Et nous sommes maintenant sur 16 000 collaborateurs. L'Université Areva a suivi aussi les mouvements du groupe. Donc de l'Université Areva, nous sommes passés maintenant à deux écoles, l'école des métiers, l'école du management. L'école des métiers, alors notre offre de formation représente à peu près 2700 actions de formation et l'école des métiers en couvre à peu près 70%. Voilà, et nous avons commencé le digital learning, si on peut dire, en 2007 avec l'implémentation de notre LMS. Donc ça remonte, on va le voir plus en détail du coup, 2007 avec le lancement de la première plateforme voilà. LMS. Donc ça c'est, alors c'est pas moi qui étais à l'origine du projet. Bah oui, et c'est visiblement on m'entend pas très bien. C'est bon ? Bon. 2007 c'est l'implémentation du LMS. Je sais qu'à l'époque ça a été un peu, ça a été une petite révolution parce que c'est un outil qu'on connaissait pas encore très bien. On a eu du mal à le faire, on a eu du mal. Ça a pris du temps pour le faire connaître, pour s'en servir, l'utiliser, y trouver des bénéfices, voilà, et ça a pris bien 8 ans avant d'arriver à quelque chose, à le faire connaître. En 2015, on a commencé vraiment à développer nos programmes en blended learning. On a aussi commencé à être porté par la transformation digitale. Et du coup, le LMS qu'on avait un peu laissé de côté ces dernières années est revenu un peu sur le devant de la scène. Et cette transformation digitale nous a aidé à porter un peu le mouvement digital learning au sein du groupe. Voilà. Et 2018, on a commencé à travailler sur une stratégie d'internalisation de notre production.
Donc jusqu'ici, on était encore beaucoup sur l'externalisation, en faisant appel à des prestataires pour réaliser nos contenus. Et depuis l'année dernière, on commence à s'outiller et à se former pour produire nos propres contenus. Voilà. Et on observe cette année qu'on a multiplié nos contenus digitaux par 3. Donc on est passé, on a une espèce d'augmentation d'à peu près 10 points sur les 3-4 dernières années. Voilà. Donc la part du digital dans les dispositifs de formation. Ça prend de plus en plus de place. Du coup, je rebondis sur tout ce que dit Marie-Pierre parce que c'est ce qu'on observe en fait au niveau global sur le marché du digital learning. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les actualités du digital learning cette semaine notre livre blanc. Chaque année, on organise une enquête auprès de professionnels de la formation pour recueillir un petit peu les usages du digital learning et du coup l'évolution de ces usages au fil du temps. Donc cette année, on peut voir que le digital learning prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, 7 dispositifs sur 10 intègrent du digital. Ils sont de plus en plus multimodaux, le mix des modalités s'équilibre. Le présentiel est toujours vu comme la modalité la plus efficace par les responsables de formation. En revanche, les modalités pédagogiques digitales viennent vraiment le talonner. En tête, on retrouve la classe virtuelle, le fast learning, le micro-learning. Et puis l'internalisation, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus. Aujourd'hui, 59% des contenus de formation sont internalisés au niveau de leur production. Et au-delà de ça, 67% de nos répondants nous ont dit vouloir augmenter ou développer l'internalisation de leur production. Donc ça rejoint vraiment finalement l'évolution du projet global de digital learning au sein de l'école des métiers chez Orano. N'hésitez pas à télécharger notre livre blanc, du coup il dispose sur notre site. Vous découvrirez plein de chiffres intéressants sur les usages du digital learning aujourd'hui. Notre livre blanc nous montre aussi que les freins restent les mêmes que l'année dernière. Les usages évoluent, les freins restent les mêmes. On retrouve en premier lieu le manque de temps, en second lieu le manque de budget et aussi le manque de compétences. On peut même rejoindre le manque de compétences avec le manque de temps puisque plus il nous manque des compétences, plus on va perdre de temps. Du coup, c'est tout l'objet de notre conférence aujourd'hui. C'est ce que Marie-Pierre va nous expliquer, comment lever ces freins auprès d'une équipe de formateurs. Je ne sais pas si j'aurais la prétention de dire qu'on a levé les freins quand même. Non, mais vous êtes en cours. On les a vous mettez en identifiés, place on des essaye. actions. La première chose qu'on voulait vous dire par rapport au digital learning, aux formateurs d'Orano, c'est qu'il n'y a pas que des freins, il y a aussi des bénéfices. Donc ces bénéfices, si Marie-Pierre voulait bien nous les détailler. Alors un des premiers bénéfices, celui-ci est, c'est un bénéfice constaté, alors soit une réponse à un besoin. C'est pas forcément un retour direct de l'expert ou du formateur sur le moment. C'est l'optimisation des plannings. Donc le digital est souvent une réponse à du présentiel qui devient parfois un peu trop lourd, surtout quand on a des équipes plus réduites ou voilà. Et ça, le formateur le constate pas forcément sur le coup quand c'est lui qui doit produire le contenu, mais à terme, ça répond forcément à un besoin. Ensuite, un des bénéfices qui, à mon sens, n'est pas un des plus importants, mais enfin, ça compte pour beaucoup sur l'avancement du projet, c'est la valorisation des formateurs et des experts. Et puis aussi, le digital learning crée de nouvelles motivations parce que autour du digital learning, il y a forcément de la conception. Qui dit conception dit ingénierie pédagogique. Et bien souvent, on commence à aborder aussi de nouvelles pratiques. Pour des formateurs qui parfois sont beaucoup sur de l'existant. Et donc, ça vient aussi donner un peu un second souffle en fait dans leur pratique. Et particulièrement sur l'animation du présentiel. Parfois même, alors on va parler de quiz par exemple, mais avant même d'arriver au digital, il y en a qui n'avaient même pas forcément pensé au quiz. Donc du coup, ça questionne un peu sur comment on peut faire. Voilà, c'est l'évolution l'évolution des pratiques et donc ça crée un second souffle en fait. En revanche, du coup, on retrouve un petit peu les freins évoqués dans notre livre blanc. Voilà, alors je pense que c'est des freins qu'on partage sur beaucoup de projets autour du digital learning. Donc il y a le manque de temps, forcément, parce que c'est un dispositif, la conception de digital learning remet un peu l'expert et le formateur au cœur de la création du contenu, surtout en internalisation. Et donc du coup, forcément, on nous oppose le manque de temps. Ils n'ont pas de temps, ce sont des experts déjà très chargés.
Voilà, donc ça c'est sûr que c'est un frein. Il y a la crainte du problème technique. Alors sur le distanciel, comme la conception de contenu, ce sera le manque de maîtrise de l'outil. Et sur l'animation du présentiel, c'est ce qu'on imagine tous, c'est le bug informatique, le truc qui tourne pas, voilà. Donc ça, ils le craignent tous. Tout le monde le craint lors d'une présentation. Et puis, plus largement et peut-être plus subtilement, c'est la peur d'être remplacé. Voilà. Ça, on l'a entendu une ou deux fois, mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Du coup, la stratégie d'accompagnement des formateurs, bien sûr, est diffuse au sein de l'école des métiers, au cours des projets, du quotidien de Marie-Pierre et de ses missions. On a voulu vous résumer ça en 3 piliers, vraiment, et c'est vraiment les 3 piliers de la stratégie d'accompagnement qui est mise en place. Le premier pilier, c'est Marie-Pierre, en fait, si on peut dire. C'est le pilote du projet. Alors, c'est un peu fort, mais c'est... Comment dire, oui, c'est quelqu'un qui va les piloter, c'est quelqu'un qui va coordonner le projet, quelqu'un qui va les accompagner sur les différentes étapes du projet. Je pense qu'il y a une notion aussi, alors bon, ça après c'est personnel, chacun y met sa touche. Il y a une notion de service client, je pense aussi, une espèce d'orientation vis-à-vis de leurs besoins. Je sais qu'on a des experts d'un peu de toutes les générations et beaucoup, un peu par définition, d'anciens. Donc c'est important de les accompagner, de les écouter, de discuter avec eux. Et ça en fait partie pour beaucoup. Ça fait partie aussi de la reconnaissance, quelque part. Voilà, et donc c'est ça, faciliter le déroulement du projet. Bon, voilà. Et pour ceux qui se posent la question, du coup, de situer le lien entre Marie-Pierre et l'ISTF, c'est justement dans cette prise de poste de Digital Learning Manager et dans cette fonction d'accompagnateur, de facilitateur, de chef de projet qu'on a été amené à travailler ensemble, si je peux dire ça comme ça, puisque Marie-Pierre a suivi notre cursus certifiant chef de projet Blended Learning. Ouais. Qui m'a beaucoup appris, c'est vrai, honnêtement. Le second pilier, c'est la communication. Alors, il y a la communication individuelle que j'ai évoquée là tout à l'instant, mais aussi un peu de communication événementielle, essayer de créer des événements autour des formateurs ou quand on lance un projet. Alors, ça peut prendre une forme très simple, ça peut être juste essayer de choisir. Je sais qu'on a eu une première journée de rassemblement avec les experts qu'on a voulu faire travailler, autour du projet, pas faire travailler tout court, mais essayer de trouver une salle un peu plus sympa que nos salles de formation qui ne sont pas toujours très chaleureuses. Voilà, c'est un peu bête, mais prévoir un petit déjeuner pour ceux qui arrivent de province, essayer. C'est pas toujours une population, qui a beaucoup ce type d'honneur ou d'événements, donc ça peut ça markete un peu, ça crée un tout petit effet d'événement. Essayer de communiquer un peu autour dans le groupe, même si c'est au tout début, pour commencer déjà un peu à les mettre en avant. Donc essayer de créer des événements. Et puis ça permet de porter un peu la bonne parole sur le digital learning, qui est pas, c'est la communication. Et du coup, je dirais le cœur de cette stratégie, ce sont vraiment les formateurs en fait. Et ce troisième pilier, c'est de les mettre au cœur des projets formation. Donc tout ça, ça gravite autour de quatre axes d'accompagnement du coup, qui sont l'internalisation des productions. Marie-Pierre, vous me disiez que cette stratégie-là, ce changement de stratégie les a vraiment impliqués dans le projet, de les rendre acteurs de la production des contenus, les valorise encore une fois, mais aussi du coup leur montre que on va pas les remplacer. Donc finalement cette peur-là disparaît. Voilà. En fait, ça rend concret la transmission du savoir par le digital learning, parce qu'on leur dit transmettre le savoir, digital learning, mais on voit pas très bien comment on va faire le lien. Donc ça aide beaucoup. Et puis il y a aussi tout ce qui est la mise en place de matériel et de ressources. Donc on a ouvert 3 training labs avec du matériel de captation vidéo et son. Ça donne un peu un peu de poids au projet. Voilà. Et puis du coup des formations, de l'accompagnement au fil des projets. Des formations, d'accompagnement au fil des projets. C'est vrai qu'on part du projet pour les former, comme ça la notion de manque de temps, on essaye d'y répondre un peu en disant on ne sépare pas la formation du projet, on prend le projet et on se forme en même temps sur les outils, sur l'ingénierie pédagogique, on en profite pour revoir 2-3 points
Voilà, c'est de la formation sur le projet en fait. Comme ça, à la fin, ils se sont formés et on est arrivé à créer le contenu. Et du coup, c'est une super transition vers ce que je dirais par la suite dans nos conseils finaux pour accompagner vos formateurs. Je vais juste laisser Marie-Pierre, du coup, nous dire quels ont été les bénéfices observés à ce jour concernant la stratégie d'accompagnement. En tout cas, par rapport au projet, vous me disiez que c'était l'optimisation des projets, forcément. Oui, forcément, parce qu'avec la formation, on gagne un peu plus de temps, on va un peu plus vite, là où quand on n'a pas cet effet formation, on tâtonne un peu. Et puis, ça peut même être sur la coordination du projet d'ailleurs, parfois. Et puis, il y a la légitimité, c'est-à-dire qu'avec la formation, on monte en compétences. Du coup, on gagne en crédibilité, on gagne en légitimité pour porter le projet devant des clients internes, dans mon cas, voilà, ou des commanditaires internes. Et puis, forcément, ça fait monter en compétences les experts et les formateurs. Et puis, il y a une forme de reconnaissance et d'implication. C'est même plus qu'une forme, d'ailleurs, c'est vraiment le cas. Ils sont impliqués dans les projets. Et en fait, au début, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils étaient peut-être un peu sur leur réserve, justement, par rapport au manque de temps, par rapport à ce qu'on allait demander. Et finalement, ils se sont vraiment prêtés au jeu. Et puis, tout ce qui était vidéo, justement, en termes de reconnaissance, c'était plutôt bien apprécié, surtout pour parfois des experts sortants qui allaient quitter le groupe. De laisser une trace ou une image, c'est quelque chose qui leur tenait à cœur. C'est parfois des gens qui ont passé 20, 25 ans, 30 ans dans le groupe. Et partir sans rien laisser, on sentait que c'était quelque chose qui était un peu gênant. Voilà. Du coup, comme je le disais, on va conclure par nos conseils finaux pour accompagner vos équipes dans la digitalisation des formations. Notre premier conseil, ça va être de répondre à un vrai besoin. Je m'explique du coup, c'est de partir d'un projet. Comme le fait l'école des métiers, c'est de définir le projet qui va répondre à un besoin pour vos commanditaires, pour votre marché, pour vos apprenants, etc. Et de ne pas digitaliser à tout va, si je peux me permettre l'expression. Ensuite, d'identifier des formateurs qui vont travailler sur ce projet-là et de venir les former. Et là, je répète volontairement la formation et l'accompagnement parce que c'est pas du one-shot, mais ça doit être du continu. Et ça, sur le projet, encore une fois, pour optimiser le temps passé dans la formation et l'accompagnement, mais aussi, du coup, le projet en lui-même. Il gagnera forcément en efficacité, en pertinence. Deuxième conseil, c'est former, oui, mais former à quoi, en fait ? Là, je vais donner un ordre. Celui-ci peut être complètement inversé, ça va dépendre de votre contexte et de justement des projets. C'est de former vos équipes aux outils, à l'ingénierie pédagogique des dispositifs et des contenus. C'est vraiment les trois pôles de formation à ne pas louper. L'un est indissociable de l'autre et c'est pareil. On aurait pu représenter ça par une roue. Les usages évoluent, donc n'hésitez pas à reformer régulièrement, à réorganiser des ateliers, à réaccompagner des équipes qui auraient pu déjà être accompagnées ou formées auparavant. Et puis, je conclurai là-dessus. Mon dernier conseil porte plus sur votre service formation ou votre équipe formation que sur les formateurs eux-mêmes, mais c'est vraiment de les placer au cœur de vos projets et même de votre entreprise, de votre structure. Aujourd'hui, la formation doit vraiment redevenir le cœur de votre structure, au cœur des enjeux de chaque pôle. Et pour ça, la formation est vraiment vecteur. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous êtes là et vous avez un rôle extrêmement important dans le développement, la croissance et la vie de votre structure. Voilà pour nous. Donc, je l'ai déjà dit, mais on est stand D50 pour l'ISTF. N'hésitez pas à passer nous voir si vous voulez en savoir plus sur nos services pour former et accompagner vos équipes du coup dans tous vos projets de digital learning. Alors merci. Est-ce qu'il y a déjà quelques réactions, quelques questions ? Une là-bas. Je vous laisse vous présenter puis poser votre question. Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Garcia, je dirige un organisme de formation. J'ai deux questions, une pour Renault, une pour l'ISTF. Concernant l'ISTF, la formation chef de projet au Branding Landing dure combien de temps ? Alors, elle dure 6 mois, elle est certifiante au niveau national et après, elle existe en deux formats. Un format mixte et un format 100% à distance. Ok. Et pour Orano,
les formations que vous aviez mises en place en présentiel, comme vous les avez transformées en e-learning, sur le terrain concrètement, comme vous avez transformé des formations présentielles, on va dire, d'une journée de 7 heures, ça représente combien de temps en e-learning? Alors, celle que j'ai en tête, en partie, alors on n'a pas complètement, enfin on n'a pas remplacé toutes ces formations complètement en e-learning, hein. Mais il y en a une particulièrement qui était l'accueil sécurité, et je crois que le module, alors c'est un peu long, surtout à aujourd'hui, dure 40 minutes, à la place d'une demi-journée. Voilà. Après, voilà. Et c'est un module qui a été conçu il y a maintenant 3 ans à peu près, 2-3 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on le ferait sans doute un peu différemment, mais voilà, c'est une demi-journée, 40 minutes. Deux autres questions. Bonjour, petite question, enfin 2 questions rapides. Quelle réaction, enfin comment vous accompagnez les personnes qui vont recevoir ces formations-là dans le changement? Parce que traditionnellement, les gens ont tendance à imaginer que tout ce qui est digital, c'était pour baisser les coûts. Donc comment vous valorisez quand même aux yeux du public apprenant? Et puis quels ont été les facteurs, les critères pour dire tiens, tel sujet ou tel thème, on va le faire en digital versus en classique? Alors, sur la première question, c'est côté utilisateur en fait. Alors, il y a la qualité hein, de la formation, en fait, d'où l'importance de faire intervenir, d'impliquer nos experts. D'où l'importance d'impliquer nos experts, parce que pour le coup, nos collaborateurs sont avides d'avoir ce contenu d'expertise. C'était tout l'intérêt de l'internalisation de la production d'ailleurs, hein. C'est ça en fait. C'est un peu eux qui vont vendre ce contenu-là, hein, pour le coup. Hein. Voilà. Et sur la deuxième question, enfin, c'est eux qui vont faire la qualité du contenu. Hein. Et puis voir leur tête aussi un peu. Je pense que l'aspect vidéo, personnalisation du module, visiblement, ça a pas mal d'importance. Voilà. Et la deuxième question... Ah, ben c'est toujours pareil. C'est la transmission de savoir. Et en plus, là, on priorise sur les experts sortants, par exemple. Et on est beaucoup sur la transmission de savoir. Après, il y a des problématiques de temps, oui, c'est vrai. Par exemple, il y a des formations qu'on essaye d'avoir, au lieu de les mobiliser, certains de nos collaborateurs, 2 jours ou 2 jours et demi ou 3 jours, on essaye de faire un peu moins, voilà. Donc, il y a des formations qui sont un peu prioritaires par rapport à ça, pour essayer de mobiliser un peu moins nos collaborateurs en présentiel, mais voilà. C'est souvent les 2 critères. Il y avait madame et madame. Bonjour, mesdames, Muriel Vigroux du cabinet Imago Conseil, qui est un cabinet de formation aussi. Je me demandais s'il y avait quelle était la forme des contenus digitalisés qui étaient privilégiés. Est-ce que ce sont des exercices? Est-ce que ce sont des apports de savoir technique? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est du quiz? Vous avez évoqué ça, par exemple. Est-ce qu'il y a une dominante, je dirais, dans votre entreprise de contenu et de formes de contenu dématérialisées? Et ben alors, aujourd'hui, avec la montée en compétences et la formation, on essaye d'avoir un peu de tout ça. Et on essaye de ne pas rester justement sur une de ces modalités. Et parce qu'on était beaucoup sur le savoir descendant, hein, avec parfois des PowerPoint qui passent pas dans le réseau. Enfin, voilà. Donc, et justement, on essaye de multiplier un peu ces modalités. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye de vendre avec le digital, parce qu'on vient souvent me dire e-learning, e-learning. Et moi, je dis, mais le digital, c'est pas que du e-learning. Donc, justement, servons-nous de tout ce que le digital learning propose, en fait. Et c'est ce que j'essaie de... Voilà. Je peux poser une deuxième question à madame, s'il vous plaît. Est-ce que justement dans le cadre des formations en mixte, en blended learning, là pour le coup il y a eu un choix qui s'opère entre ce qui est fait en présentiel et ce qui est fait en distanciel? C'est-à-dire, oui. Est-ce que vous fonctionnez sur une classe inversée? Est-ce que vous avez pu voir auprès des collaborateurs formés s'il y avait une tendance qui emportait plus l'adhésion qu'une autre? Alors, on n'a pas eu ce retour-là exactement. Voilà. Après, nous, le choix en termes de pédagogie, et c'est d'ailleurs avec l'ISTF qu'on l'apprend, hein,
C'est justement quelle partie on va pouvoir mettre en distanciel, quelle partie on va garder en présentiel. Et évidemment, on privilégie l'aspect notionnel en distanciel et tout ce qui est pratique, mise en pratique, mise en situation en présentiel. Je rebondis du coup là-dessus. C'est tout le travail de réingénierie pédagogique, justement. Transformer un contenu existant en blended. C'est pas seulement prendre ma formation et puis je la digitalise complètement en un contenu e-learning, c'est réfléchir au déroulé pédagogique qui fera atteindre le même objectif et qui en plus permettra d'optimiser vos coûts, vos temps, etc. Donc tout ça, l'articulation des modalités, le choix, les critères de choix, c'est effectivement ce qu'on voit dans nos formations. Deux questions. On va essayer de faire les deux. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir combien de temps, du coup, avait pris le projet et pour développer combien de modules. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre parce qu'honnêtement, ça dépend beaucoup des projets. Là, on a lancé une première production pour 3 modules. Et ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on a eu beaucoup de mal à réunir les experts et à les mobiliser. Voilà. Mais une fois qu'ils sont dedans, finalement, en 2 mois, on a réussi à les produire, les modules. Seulement, on a mis 4 mois à le faire démarrer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose... et comme c'était un peu notre pilote, on a bien été obligé de s'adapter. Donc, c'était les conseils qu'on avait échangés un peu. Moi, j'avais parlé de patience, de persévérance. Parce que si on se démotive au bout de 4 mois parce qu'on a vu qu'on les a pas sortis, oui. Et puis essayer avec notre hiérarchie de dire voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Voilà. Parce les experts sont pas toujours captifs du service formation. Et ça, voilà, ça fait partie du sujet. Après, il y a des projets qui vont beaucoup plus vite parce que justement, on a un formateur qui est complètement mobilisé sur le sujet et en 3 mois, on arrive à sortir le module. Ça va dépendre des modalités aussi, choisies justement pour cette formation-là. Plus on va faire de projets, plus on va gagner du temps. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, la digitalisation des formations dans leur globalité va permettre de gagner du temps à mesure. Donc plus ça va aller, mieux ça va aller. Une toute dernière question, et après on sera obligé de clôturer. Bonjour. Pour revenir sur le thème de l'appropriation, est-ce que vous avez pu travailler sur des indicateurs comme les taux d'abandon, les taux de non-inscription est-ce que ces critères-là, donc, qui montrent que l'appropriation se passe plus ou moins bien, voire pas très bien, et quelles actions vous avez prises si vous avez trouvé des résultats intéressants de ce point de vue-là? Alors, on a ces taux-là, on les a surtout pour l'instant sur du e-learning ou du MOOC sur étagère. Là, on a eu un MOOC il n'y a pas très longtemps sur la culturation au digital, avec des contenus personnalisés Orano. Voilà. Et donc, finalement, on a été un peu surpris parce qu'on a eu un assez bon taux d'inscription. Après, moi, j'ai observé plusieurs fois sur ce type de modalité, un joli taux de décrochage entre les inscrits et les démarrants. Voilà. Donc ça fait 40% à peu près de notre nombre d'inscrits. Et par contre, ceux qui ont démarré, on est presque à 80% de taux de complétion. Donc de ça, on est plutôt assez content. Après, j'avoue que c'est un peu plus difficile sur le contenu interne parce qu'on a des formations réglementaires. Et donc là, on leur demande pas tellement le choix. Donc voilà. Du coup, là-dessus, on est un peu plus réservé. Enfin, voilà. On est plus sur du retour qualitatif, finalement. Et donc, du coup, là, notre souci maintenant, mais j'ai pas encore la réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait des 40% qui ont décroché, là? Quel moyen on a pour les faire, pour qu'ils y viennent? Voilà. Ça, je sais pas encore. Non, on essaye de le savoir, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi une question d'anonymat. Donc, Ils ont pas vraiment décroché, ils n'ont pas commencé en fait. alors justement, c'est ce que j'essaye d'identifier, c'est ce que je voudrais identifier, c'est est-ce qu'ils ont commencé à décrocher? Oui, d'accord. Est-ce que voilà.